Est-ce On est qu'on est live. live? Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je crois que c'est le 25e webinaire de Tirefest. On pourrait presque le fêter. Heureusement, il y a apéro ce soir chez Tirefest. Rendez-vous chez Sketch. Vous pouvez vous incruster. T'invites tout le monde comme ça? J'invite tout le monde, Ok. j'invite tout le monde. Je paye mon espresso martini. À ceux qui Euh, voient ce webinaire et qui viennent à l'apéro ce soir. Au moins, ouais. Je suis un mec sympa. J'ai jamais dit le contraire. Peut-être qu'on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Il y a du monde qui se connecte? Midi, Il n'y a personne. tout pile. On peut peut-être refaire Ok. les présentations, comme ça, ceux qui nous rejoindront en cours de route n'auront rien loupé de très important. Moi, c'est Jeanne, je suis social media manager chez Tirefest. Ouais. C'est tout. Ouais. Je m'attendais à plus. Et moi, donc, c'est Glenn et je m'occupe de la strat des marques chez Tirefest. Voilà. Si vous ne connaissez pas encore Tirefest, c'est une agence qui a été créée en 2020 donc par Glenn et ses deux associés Thomas et Benjamin qui nous regarderont peut-être. De là-haut. On est une agence qui ne fait que du social media et donc on crée majoritairement du contenu pour des marques agroalimentaires, pas uniquement, on a quelques clients aussi sur la partie retail et aujourd'hui on est donc plus de 40 collaborateurs et on travaille c'est ça, pour une cinquantaine de clients. Exactement. Très bien. Bravo. Il y a un peu de monde? On peut commencer? Très bien, on est entre nous. N'hésitez pas à nous pousser des questions. C'est aussi l'objectif des webinaires. C'est qu'on amorce quelques réflexions, mais c'est des webinaires qui sont relativement courts, 15-20 minutes, avec une partie questions après derrière. Donc, n'hésitez pas. C'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir échanger avec vous et potentiellement de débattre, changer d'avis. C'est des choses qu'on fait régulièrement chez Tirefest. L'enjeu de ce webinaire, c'est pourquoi est-ce que c'est important de comprendre et de lever les freins de vos cibles. On a mis un petit préambule. L'enjeu, ce n'est pas de lever directement les freins d'achat, même si indirectement, ça y contribue. C'est surtout de lever les freins à l'adhésion à votre marque. Nous, c'est le premier frein qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est comment on crée une adhésion à une marque qui, des fois, a relativement peu d'aspérité, sur laquelle, des fois, on va préférer aller soit suivre un chef cuisinier ou un influenceur food ou lifestyle, mais on est peu enclin à aller suivre des marques, hormis pour notre travail, mais dans notre quotidien. Et si on prend nos cibles, ils n'ont pas les mêmes sujets que nous de devoir faire des benchmarks au quotidien. Et donc, comment on fait justement pour créer quand même un lien entre nous et la marque? Et donc, derrière ça, on vient lever les freins à l'adhésion. On a aussi mis le fait qu'on ne parlera pas aujourd'hui de vos personas ou autres. Pour nous, c'est des choses qui sont déjà faites. On a déjà fait des webinaires là-dessus. Bien sûr, pour être en capacité de le faire, il faut réussir à comprendre, déjà à savoir à qui vous parlez, c'est qui votre cible, et être en capacité de la définir le plus clairement possible. Aujourd'hui, sur ce côté adhésion vraiment aux marques, l'un des freins que nous, on identifie, c'est qu'il y a beaucoup trop de marques encore aujourd'hui qui sont présentes sur les réseaux sociaux, mais qui réellement se comportent comme des marques avec des messages très publicitaires et des contenus orientés produits exclusivement. Alors effectivement, en tant que marketeur, on est ultra fiers de ces produits, on a envie de les montrer sous leur meilleur jour, mais comme le disait Glenn, ça ne crée pas d'aspérité et du coup, on ne vient pas créer la même chose qu'une personne, un influenceur potentiellement, pourrait susciter auprès d'une autre personne. On n'a plus ce côté empathique qui pourrait nous aider à créer ce lien et cette adhésion à notre marque. Juste pour rebondir rapidement là-dessus, ne faites pas des contenus pour vous, qui vous fait plaisir à vous, et faites vraiment des contenus pour votre cible. Et c'est ça qu'on va essayer aussi de définir ensemble. Pour nous, le plus gros frein qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de contenus ou de publicités qui sont faits par des marques qu'on voit dans notre feed, mais où on scrolle directement et on retient ni la marque, on crée aucun lien avec elle. Et donc, en fait, on n'a pas concrètement, il y a beaucoup de marques, on s'en fout complètement
qu'elles existent ou pas sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment cet enjeu d'indifférence qu'on doit aller combattre. Pour justement ne plus laisser personne indifférent, ce qu'on va venir chercher à faire, c'est créer ce côté émotion chez nos cibles. Ça peut être des émotions positives comme négatives. Évidemment, ce côté négatif, bad buzz, c'est pas notre reco première, mais néanmoins, ça Non, mais crée quand la même… colère, tu vois, par exemple, la colère, il y a Exactement. quand même beaucoup de médias ou marques qui peuvent l'amener. Je pense aux marques végétales hein, qui ont, par exemple, des combats relativement affirmés, mais toutes les marques peuvent aussi avoir leur propre combat et donc des fois susciter de la colère, de la joie ou autre, peut être aussi des éléments qui viennent ancrer quelque chose dans nos formats. Et surtout, l'élément derrière cette notion d'émotion, donc c'est déjà, on vient un peu émietter cette notion d'indifférence, c'est-à-dire quelqu'un qui nous apporte une émotion, bah, on va commencer à s'intéresser à elle. Et surtout, notre gros enjeu derrière ça, c'est cette notion de partage. C'est-à-dire à partir du moment où ça suscite une émotion chez vous, si on prend une émotion comme la joie ou la colère, bah, on aura envie peut-être de le partager à un ami, à quelqu'un de notre famille, à le partager en story. Et en fait, c'est ça. Adam Mosseri, là, le boss d'Instagram, nous a dit que très clairement, l'enjeu qu'il y a, c'est au-delà des enregistrements, au-delà des likes, au-delà des commentaires, la notion de partage est ce qui fait que votre contenu va être le plus viral possible. Et nous, notre gros enjeu et le mot qu'on rabâche aux équipes sur 2025 chez Tierfest, c'est comment on est viral en organique. On ne parle pas de viralité si c'est du paid. Donc, comment on arrive à le créer en restant sur ces ressorts-là. Pour créer du coup ce contenu viral, la base et la question vraiment à vous poser au moment où vous réfléchissez à votre post, c'est est-ce que la personne va avoir envie de le partager? Et là, vraiment, ça demande une certaine prise de hauteur hein, et se dire, OK, je me mets à la place du conso et j'arrête de réfléchir, moi, en tant que professionnel qui cherche à mettre mon produit en avant. Et est-ce que réellement, ce message-là, moi, j'aurais envie de le partager à un pote, à ma famille, etc. Si la réponse est oui, il y a des chances que vous soyez sur la bonne voie. Si déjà à ce stade-là, vous vous dites non, en fait, à part moi, ça n'intéressera personne, je pense que vous avez déjà une partie de la réponse sur est-ce que mon post sera viral ou non. C'est vraiment un pas de côté hein, qu'il est parfois difficile de faire. Même nous, en tant qu'agence, hein, on a forcément, nous, ce truc de… C'est notre vision et on est persuadé que c'est comme ça que les marques avec lesquelles on travaille devraient fonctionner. Et à côté de ça, on a aussi tous les enjeux de nos clients et l'envie de mettre en avant le produit, d'en faire un beau produit avec une belle image, etc. Parfois, il faut accepter de se laisser cette petite marge un peu moins lisse pour aussi réussir à créer la bonne émotion chez le consommateur. Un des gros avantages de ça, c'est que si on regarde la plupart des marques, et même nous chez Tierfest encore, la plupart des formats qui sont créés répondent négativement à cette question-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une opportunité de marché pour les marques qui vont faire différemment. Et c'est ça, je pense, qu'il faut voir. Par contre, c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr qu'on ne va pas juste pouvoir faire des belles photos de produits parce que ça ne répond pas du tout à ces sujets-là. Mais pour les marques qui vont réussir à le faire, et on est en train de pousser relativement fort là, nos marques pour que 2025 soit vraiment une année où on vient craquer cette notion d'organique. Et j'espère qu'on pourra se refaire un webinaire dans un an et on aura des chiffres qui seront vraiment dingues. Parce que derrière ça, c'est ça qu'on souhaite aller chercher. On crée de la viralité et nos cibles, en fait, partagent notre contenu et on vient chercher des métriques qu'on ne peut pas aller chercher sur d'autres médias. Ce que nous, on a identifié, on va dire, comme levier pour vous aider à mieux comprendre les attentes de votre cible, il y a vraiment 2 actions principales sur lesquelles nous, on travaille, mais qu'on vous incite aussi à le faire en tant qu'annonceur. C'est le côté veille sur les grandes tendances macro et l'utilisation de l'IA qui
quand même aujourd'hui fait partie intégrante de nos métiers. C'est un outil génial et une opportunité pour nous. Il y a des risques, forcément, et c'est aussi notre job de pouvoir l'utiliser à bon escient et dans la bonne mesure. Mais en tout cas, voilà, nous, sur quoi on aime travailler. Sur peut-être, pour entrer un peu plus en détail sur cette notion de comment on fait pour décrypter les freins, notre enjeu, c'est de nous mettre le plus possible dans les baskets de notre cible. Et en fait, ce n'est pas uniquement de s'arrêter à la notion de persona, c'est quand on crée des personnages interface, on se pose la question, ce persona, quel influenceur il suit, quel média il suit, et à partir de là, on peut réussir à aller, on sait quel influenceur il suit, et donc on peut aller voir l'influenceur, quel type de contenu il crée, justement pour créer de l'adhésion et lever ses freins. Et en fait, c'est ce travail-là qu'on fait pour réussir à comprendre concrètement c'est quoi les recettes tendances qui vont émerger, c'est quoi les astuces qui vont émerger, c'est quoi les typologies de contenu aujourd'hui qui créent de l'adhésion. Et en fait, c'est en allant voir les créateurs de contenu que vous allez réussir à faire ça. Souvent, on dit chez Tiafras que la partie benchmark, en tout cas benchmark des autres marques concurrentes, sert quasiment à rien, à part dire « Ah, regardez, ils nous ont copié », et ça, c'est plutôt positif, c'est un des seuls éléments qu'on veut aller chercher. L'enjeu que vous avez, c'est vraiment d'aller benchmarker les créateurs de contenu pour comprendre, parce que eux, toute la journée, quand on échange avec eux, c'est de se dire comment mon format il va être viral, comment ce format-là va me rapporter 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés de plus sur mes réseaux sociaux. Et pour faire ça, ils ont besoin d'aller chercher des formats qui vont être partagés fortement, qui suscitent des émotions et donc qui rentrent en résonance avec leur cible. Et donc, l'important là-dessus, par contre, ce n'est pas d'aller chercher des influenceurs qui ne sont pas suivis par votre cible. Allez pas, si votre cible, c'est la ménagère, n'allez pas sonder un Squeezie. Ça n'aura pas de sens. Donc, voilà, essayez de réfléchir quand même le plus possible à votre cible. Une femme de 40 ans, c'est quoi les influenceurs ou influenceuses qu'elle suit? De même pour un père. Le père, quelle typologie d'influenceur suit? Et comment j'arrive à comprendre les ressorts que je vais aller chercher derrière en termes d'émotion pour susciter du partage. Sur la partie utilisation de l'IA, ce que je disais, hein, c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient. Nous, on l'utilise vraiment pour aller chercher des insights et profiter du fait que potentiellement ChatGPT va agréger de la donnée qui vient de Google. Ça permet quand même de faciliter le travail de recherche et de compréhension des cibles pour nous aider à éditorialiser les contenus sur lesquels on va travailler. Sur la partie rédaction des prompts, je pense que c'est vraiment là qu'il y a une clé hein, et c'est important de pouvoir bien driver l'outil pour apporter les réponses que vous cherchez. Petit clin d'œil à Thomas qui a sorti une vidéo sur YouTube dimanche dernier et qui délivre pas mal de conseils dans sa vidéo sur comment est-ce qu'on rédige un bon prompt pour créer du contenu de manière efficace. Si vous êtes chez l'annonceur ou si même des concurrents agences nous regardent, je pense qu'il y délivre de bons conseils. Et surtout des fois sur quelle position on prend pour essayer de récolter le maximum de data. Et c'est presque comme si on devait créer un article. Et donc, des fois aussi, les prompts autour du journalisme sont intéressants aussi à aller chercher parce qu'il y a de la data à aller chercher, mais cette data, elle doit être sourcée. Et ça, c'est un élément important. Dans les risques de l'IA, combien de fois l'IA vous sort un élément, ChatGPT ou un autre, et vous lui dites « T'es vraiment sûr ?» Il va vérifier et dire « Je suis désolé, c'était pas la bonne info. » Et donc, vérifiez bien quand même vos sources, demandez les sources, demandez le lien pour aller aussi vérifier ça. Mais ces insights conso-là sont précieux. Élargissez vos chakras à d'autres médias. Pourquoi on a mis ça? C'est parce qu'on n'est pas les seuls à vouloir comprendre notre cible ou notre audience. La TV l'a fait bien avant les réseaux sociaux. Même si j'ai vu, la Ben m'a partagé un petit article comme quoi YouTube dépassait en termes d'audience la TV. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important. Surtout que le gros avantage de YouTube, c'est que on a des vraies datas, là où la TV, c'est encore un peu faussé. Donc, on est bien sûr de les avoir dépassés. Mais pour autant, quand on regardait un peu l'émergence de formats à la TV, souvent, c'est des formats qu'on voit des années plus tard aussi sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple il y a une série là, que je viens de voir qui s'appelle Culte. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non. qui est, vous l'avez vu derrière? Non, tu l'as vu? Bien, hein? Ouais, pas mal. Putain, ouais. C'est quoi? En gros, on décrypte comment Love Story a c'est été le Loft. créé. Ok. Exactement. Oui, je vois. Je peux regarder. Et en gros, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je me dis que l'émergence de ça, de la télé-réalité, en fait, le vlog qui est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est l'écho de ça. Ou même, je m'étais dit, tout ce qui est télé-shopping, télé-achat, aujourd'hui, le live shopping, c'est exactement ça. Et en fait, il y a plein de parallèles que ça. Burger Quiz, en termes de divertissement, prenait avait les mêmes ressorts que des divertissements qu'on souhaite créer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que ça souhaitait aussi parler à une audience relativement large, susciter des émotions aussi relativement simples, mais percutantes. Et donc, je trouve que la TV est hyper intéressante. Et même tout ce qui est livre au cinéma vient aussi susciter des émotions. Et donc, on peut aussi faire beaucoup de parallèles avec tous ces médias-là. Le gros avantage des réseaux sociaux, et il ne faut pas l'oublier, la différence, c'est que vous allez pouvoir échanger et communauter et créer une communauté derrière. Donc ça, c'est un élément aussi sur lequel il faut faire attention avec les parallèles. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on ne vient pas juste afficher une publicité, on vient essayer de créer une discussion avec les gens. Et donc cette notion de partage, elle est là. Aujourd'hui, quand un film sort, il va essayer de reprendre ça et reprendre presque des... il va venir le dupliquer avec des interviews, mais qui sont avant, qui étaient sur la TV, aujourd'hui, qui sont sur YouTube ou autre, quoi. Avec Loris. Très, très bon. Qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? Ouais, est-ce qu'avant, il y a des questions ou pas, Emma, de ton côté? Non. Pas de questions. Peut-être un petit élément. On vous a listé quelques exemples. Un petit en préambule. C'est des exemples sur lesquels on commence à travailler ces questions-là, mais sur lesquels, même à titre perso, je ne suis pas encore pleinement satisfait. C'est-à-dire que je pense que sur cette question, c'est le gros problème de ma vie, hein, mais c'est qu'on est encore un peu trop gentil là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas encore le curseur assez loin. Et justement, j'espère que dans 6 mois, on pourra se refaire un webinaire là-dessus et vous donner nos apprentissages et vous dire comment on a fait pour aller plus loin, comment on a fait pour avoir encore des meilleurs chiffres là-dessus, même si on a déjà des chiffres qui sont plutôt corrects. Yes. Le premier exemple qu'on vous soumet, c'est une vidéo pour Dossi. En ce moment, ce qui est testé sur Dossi, c'est vraiment le côté astuce cuisine. Il y a quelques semaines ou mois, on a eu vraiment une super belle perf sur une astuce de préparation à l'ail, il me semble. Ouais, c'est ça. En organique, on a eu quasiment un peu plus de 20 000 likes, plusieurs millions de vues. Et c'était la première astuce. Et ça fait un peu écho, parce que Dossi, on a rechallengé là récemment la strat. Et c'était un peu notre première case study pour commencer à tester ça. On l'a testé sur cette partie astuce pour aller plus loin que sur la partie recette. Et on l'a testé aussi sur la partie agriculteur. Et aujourd'hui, les premiers résultats qu'on a sont quand même canon. C'est-à-dire, presque au bout de 3 mois, on était arrivé à 60-70% de nos objectifs qu'on s'était fixés à l'année. C'est-à-dire que si vous implémentez ça, c'est aussi simple que complexe, mais si vous arrivez à le faire, vos chiffres n'auront plus du tout la même tête. Oui, clairement. Et donc, voilà, Glenn le disait, c'est simple, les légumes Dossi, qui est-ce qui les achète? Il y a une partie de la cible, c'est évident que c'est la mère de famille qui va avoir envie de cuisiner assez rapidement le soir en rentrant des produits de bonne qualité. Ok, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a envie de voir le soir quand elle rentre chez elle sur les réseaux? C'est des astuces qui justement vont lui permettre de créer de nouvelles choses en cuisine de manière assez rapide, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi, comment est-ce que je propose des astuces avec comme contrainte le fait que ce soit simple, que ça intègre des légumes, que ce soit de saison, etc. C'est vraiment des choses qu'on peut venir intégrer pour développer toute une série de formats autour de ça et les résultats sont plutôt probants. Un autre élément justement qu'on a mis là sur la partie agriculteur qui est un format là qu'on teste et qui fonctionne bien. On voit même souvent c'est la réflexion qu'on a. On vous a mis pas mal d'exemples TikTok parce que TikTok est un bon miroir pour savoir est-ce que ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et là c'est un bon exemple d'un format où on a pu se dire est-ce que sur TikTok ça va marcher, ça parle de la biodiversité, etc. À chaque fois qu'on a parlé de la biodiversité, tout le monde s'en foutait, on faisait à peine 100 likes et on mettait de l'ads derrière. Là, on s'est dit, on va
poser une question simple à l'agriculteur, on va lui laisser ses propres mots, on va lui donner un smartphone et il va y répondre en 30 secondes de façon très cash. Et en fait, on voit directement les résultats. Donc là-dessus, c'est une notion en termes d'émotion, un peu fierté de se dire quand j'achète un produit d'aussi, je suis fier parce que je fais vivre un agriculteur breton qui est dans le centre Finistère, que je peux identifier, etc., etc. Et donc, en fait, c'est ça aussi le ressort qu'on va aller chercher, versus on aurait pu faire exactement cette même prod avec un script comme on pouvait le faire avant et comme la plupart des marques font encore et sur lequel ça floppe. On aurait pu le mettre dans un champ, lui donner le script et faire une belle vidéo, un beau flou, etc., etc. Ça aurait été canon. Le client aurait été sûrement encore plus content de la partie prod. Mais nous, notre enjeu, c'est de faire des choses qui fonctionnent. Et donc ça permet de faire la différence. Chez Donna, là, je suis bien placée pour en parler. C'est moi qui m'occupe du client au quotidien. C'est pareil, on a mis en place ce côté astuce cuisine, un peu hack food. Et comment est-ce qu'on fait pour, là, typiquement, on a un burger qui doit cuire en 1 minute 20. Comment est-ce qu'on fait pour se créer une petite sauce pour aller avec et pour tremper nos frites dedans? Donc, voilà, on a toujours ce côté contrainte de la cible, c'est j'ai pas beaucoup de temps et c'est pour ça que Donna répond à mes enjeux. Et du coup, on peut mettre en face un contenu social media friendly où on propose un petit hack qui va très bien s'adresser à la cible. Un élément aussi là avec un de nos clients qui est la CFBCT, c'est Artisan Boucher sur TikTok si vous voulez les trouver. Donc, l'enjeu, c'est de faire la promotion du métier de boucher en France et de faire en sorte que les jeunes aillent encore chez leur boucher et se rendre compte que c'est pas plus cher chez son boucher qu'au Leclerc. Donc, allez chez votre boucher, ça c'est un autre message. Et donc là, on refait des ressorts. C'est-à-dire là, on vient agir sur un côté très curiosité. On vient montrer des billets. Ça marche très bien, ça, sur TikTok. 50 €. J'ai un barbecue entre potes. Qu'est-ce que tu me proposes à ça? Et on voit tout de suite la différence, même en termes de hook rate, quasiment 70%, donc des personnes qui restent au-delà des 3 secondes et 4500 likes. Donc, encore une fois, des ressorts simples, mais qui viennent agir sur des formats où la cible va engager avec vos contenus. Ça marche aussi chez les pros. Là, on a mis un exemple de Ravi Fruits qui s'adresse donc directement aux professionnels de la pâtisserie, où là, le côté conseil et comment est-ce qu'on délivre de la valeur ajoutée dans un contenu relativement court sur une technique professionnelle pour réussir à utiliser le produit et sublimer ses pâtisseries. Ça fonctionne aussi plutôt très bien. 55% de hook rate et au final des contenus à forte valeur ajoutée. Et c'est ça aussi qu'on a envie de pouvoir mettre en avant. On n'est pas obligé d'avoir des contenus qui racontent pas grand-chose pour qu'ils fonctionnent, parce que souvent aussi c'est ça le travers et l'idée un peu reçue sur les réseaux. On peut aussi continuer à délivrer du conseil. Un élément aussi sur donc Équilibre et Instinct, qui est une marque de pet food. Comment on agit aussi sur des formats qu'un créateur de contenu aurait pu faire et comment on arrive à créer aussi, par exemple, dans le fait de mettre le chat à la caméra, ça vient créer cette notion de complicité. On va dire c'est mignon. Donc c'est-à-dire que ça agit aussi sur des émotions très simples là-dessus sur les réseaux sociaux. Mais combien de fois on s'envoie un bébé chat, un bébé tout court. Et donc ça, c'est des éléments aussi qui sont importants. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, le gap entre un format qui performe et un format qui ne performe pas, des fois, c'est plein de petits éléments qui viennent faire. C'est un format le plus authentique possible, un format où il y a le côté mignon parce qu'il y a le chat, il y a le côté très naturel, etc., etc. Donc ça, c'est un enjeu. On est encore... je trouve presque ce format-là, on est presque encore un peu trop produit, presque à terme. Ça, c'est chez nous, nos chefs de projet sont les créateurs sont presque des créateurs de contenu, peuvent mettre le smartphone, etc. et agir encore plus comme des créateurs là-dessus. Et après, sur le côté vrai créateur de contenu, chez Monsieur Bricolage, par exemple, la collab avec Pierre le cultivateur fonctionne vraiment hyper bien parce que on a encore une fois des conseils qui s'adressent aux problématiques rencontrées par les clients de l'enseigne. Le jardinage, c'est un gros sujet
les personnes qui se Qui rendent. jardinent. Oui. Non, mais pour les clients Monsieur Bricolage, hein, c'est vraiment Oui. un des sujets phares aussi pour l'enseigne. Donc voilà, le côté je donne du conseil et incarné par un créateur de contenu, tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux que le conseil en fait en rayon qu'on pourrait donner sans aucune projection et mise en scène. Surtout sur cette partie jardin, où justement là, les créateurs viennent donner aussi du contexte, que ce soit Pierre le cultivateur, où j'ai vu aussi, je regardais là pour un autre client, le permaculteur, qui est pareil dans cette même niche-là, et donc hyper intéressant d'aller étudier leur fonctionnement, parce que avoir 1 million d'abonnés sur Instagram en étant permaculteur, c'est costaud. Et donc comment ils sont en capacité de le faire et décrypter ça, c'est aussi hyper intéressant, parce qu'ils viennent faire tout ce qu'on a dit plus haut, c'est-à-dire que c'est des contenus qui se partagent, que tu as envie, où il y a une vraie adhésion derrière, ça peut susciter des émotions aussi. Donc voilà, c'est vraiment ces schémas-là que vous devez mettre en place, quoi. Any question? On avait déjà une première question qui nous avait été partagée. Ça laissera peut-être le temps aux personnes de poser les questions en commentaire. La question qui nous a été posée, c'est comment élaborer une stratégie pérenne lorsque la marque vend de l'industriel. Déjà, faire de l'industriel, c'est pas un gros mot. C'est d'être en capacité. Toutes nos marques aujourd'hui sont des industriels de l'agroalimentaire. Et donc, justement, l'avantage de l'industriel de l'agroalimentaire, c'est de proposer un produit à un rapport qualité-prix qui est imbattable. Alors, si je prends l'exemple d'Aussi, par exemple, c'est des légumes qui sont à 100 km, il n'y a même pas les haricots sont prélevés dans le champ d'en face, ils sont mis en conserve, qui a un moyen de conservation. Et donc là-dessus, c'est être honnête et pas se cacher non plus. C'est-à-dire qu'il faut être fier de ce qu'on fait et faire de la pédagogie sur ce qu'on amène. Donc, par exemple, je prends cet exemple-là parce qu'à un moment, en tant qu'industriel, on a dû aussi créer de l'aspérité à la marque et donc venir faire des agriculteurs des ambassadeurs, faire de la marque, lui apporter un capital sympathie un peu plus fort en amenant des astuces du quotidien, comme si un ami venait nous donner des conseils. Et donc, en fait, avec différents ressorts, on arrive à donner de l'aspérité à la marque. On est honnête aussi avec nos consommateurs. Et c'est là qu'on arrive, je trouve, à trouver le bon combo pour une stratégie pérenne. Non, mais puis on a aussi pas mal d'exemples aujourd'hui. Si on cherche des marques agro qui ont un fort capital sympathie, Michel et Augustin fait partie des marques qui seront citées par 80% des personnes potentiellement. On est quand même sur un fabricant de gâteaux industriel. Hein. Donc, industriel ne veut pas dire mal faire les choses, comme le rappelait Glenn, et ne veut surtout pas dire manque de sympathie. Et justement, c'est aussi des faiseurs qui ont envie de s'intéresser et de répondre à l'ensemble des problématiques que leur cible peut rencontrer. Donc, les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est là, par contre, où les marques doivent travailler sur un élément qui est la pudeur qu'ils ont. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas être pudique. C'est-à-dire qu'on doit se montrer le plus vrai possible. Et ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire, la plupart des gens veulent se protéger, donc montrent uniquement le produit. Mais en fait, c'est la solution de facilité. Et malheureusement, la solution de facilité sur les réseaux sociaux, ça ne paye pas. Et que ça soit, c'était le cas il y a 4-5 ans quand tout le monde s'est lancé sur les réseaux, où tout le monde avait un graphiste en interne dans les boîtes agro parce qu'il fallait faire les catalogues, tout ça. Et donc tout le monde faisait du graphisme. C'est encore le cas de certaines marques. En fait, non, ça ne marche pas. Et donc en gros, ce que je veux dire derrière ça, c'est ne tombez pas dans la facilité et creusez-vous un peu plus la tête. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions a posteriori, à les adresser dans les commentaires ou à directement écrire à Glenn ou à moi-même. Et puis, on vous souhaite un très bon appétit maintenant. Salut la team. Bonne Ciao. journée.